Guillaume Morel n'avait pas encore 45 ans. Et pourtant, il incarnait déjà cette forme de réussite froide et blindée que l'on admire de loin sans jamais souhaiter vraiment s'en approcher. Installé à Lyon, dans un appartement luxueux surplombant les quais du Rhône, il évoluait dans un univers où le silence était une règle d'or et où la température, la lumière, les rendez-vous et même les rares éclats de voix étaient tous méticuleusement réglés par une armée d'assistants discrets. Rien ne dépassait. Rien ne troublait sa paix taillée dans le verre, l'acier et la solitude. Héritier d'une entreprise familiale de logistique, il avait pourtant bâti lui-même l'empire qui portait désormais son nom. Son père, homme de terrain, rêvait d'un commerce juste et durable. Guillaume, lui, avait transformé ce rêve en système. Il avait coupé les branches mortes, licencié sans hésiter, numérisé chaque procédure, optimisé les circuits au point de réduire les coûts humains à leur strict minimum. Le résultat était sans appel, des bénéfices records, un nom respecté dans les cercles économiques et une existence minutieusement déconnectée de tout ce qui ressemblait à une émotion. Mais ce matin-là, quelque chose d'inattendu s'était glissé dans son agenda. Un fichier ancien, rangé sous le nom « Dette personnelle ». Il l'avait ouvert machinalement, sans s'attendre à y trouver quoi que ce soit d'important. Et pourtant, ligne après ligne, un étrange malaise s'était insinué dans sa routine. Ce fichier listait de petites sommes, des montants oubliés, des détails administratifs qu'il n'avait jamais pris le temps de résoudre. Des notes comme remboursement d'un dîner oublié, frais médicaux non couverts pour un ancien collaborateur, ou encore, en caractères gras, Claire Dubois, 2300 €. Claire Dubois. Le nom l'avait arrêté. Il se souvenait vaguement d'elle, une employée de maison, discrète, toujours à l'heure, presque invisible. Elle avait travaillé pour lui durant un peu plus de 2 ans, puis était partie sans préavis. À l'époque, il avait considéré cela comme un manque de professionnalisme, une trahison mineure, et avait retenu son dernier salaire en guise de compensation, conformément à ce que lui permettait le contrat. Dans son esprit rigide, il ne lui devait rien. Mais en relisant cette ligne, quelque chose clochait. Pourquoi ce nom avait-il été conservé dans ce fichier? Et pourquoi cette somme précisait-elle « à revoir, incertitude morale » Était-ce son propre commentaire? Il ne se souvenait plus. Pourtant, l'idée s'était installée, insidieuse. Et si cette histoire ne s'était pas passée exactement comme il l'avait interprétée? Et si, parmi ces lignes anodines, se cachait non pas une dette comptable, mais une véritable dette humaine? Guillaume passa l'après-midi à chercher des traces. Il consulta d'anciens emails, d'anciens relevés de présence, tenta même de retrouver son dossier de ressources humaines. Rien de probant. Le nom de Claire Dubois s'était éteint comme une bougie dans un couloir trop long. Le soir venu, incapable de se concentrer sur les chiffres de son nouveau projet d'expansion, il ouvrit un moteur de recherche et tapa son nom. Claire Dubois, Lyon. Les résultats étaient banals, nombreux. Mais l'un d'eux attira son attention, une adresse dans le quartier de la Duchère, en périphérie de la ville. Ce n'était qu'une possibilité parmi d'autres, mais elle l'intrigua. Pourquoi? Il ne saurait le dire. Peut-être parce qu'il n'avait jamais mis les pieds là-bas. Peut-être parce qu'il avait besoin de comprendre. Ou simplement parce qu'en relisant cette ligne sur son fichier, il avait ressenti, l'espace d'un instant, ce qu'il n'avait plus éprouvé depuis longtemps. Une gêne. Cette nuit-là, Guillaume ne dormit pas. Le visage de Claire, pourtant flou dans sa mémoire, s'invitait à chaque fois qu'il fermait les yeux. Il se revoyait dans son salon, lui donnant des instructions brèves, toujours polies, jamais chaleureuses. Elle acquiesçait, s'effaçait, exécutait. Il n'avait jamais su si elle avait des enfants, un mari, des soucis. Ce n'était pas son rôle, pensait-il à l'époque. Aujourd'hui, il n'en était plus si sûr. Au petit matin, alors que la ville se réveillait lentement, Guillaume prit une décision inhabituelle. Il n'appela ni son chauffeur, ni son assistant. Il enfila un jean qu'il n'avait pas porté depuis des années, un manteau sobre, et descendit seul dans son garage privé. Il démarra sa voiture, programma l'itinéraire vers la Duchère et quitta son cocon de verre et de silence pour se confronter à une histoire qu'il pensait close, mais qui visiblement ne l'était pas. Il ne savait pas encore ce qu'il cherchait. Peut-être simplement apaiser cette dissonance entre le souvenir et le présent. Peut-être vérifier si cette dette de 2300 € n'était pas en réalité une dette d'un tout autre ordre. Il accéléra légèrement en quittant les quartiers riches. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une chose étrange, presque étrangère.
l'anticipation. Pas de celle qui précède une victoire ou un contrat, mais une attente fébrile, teintée de crainte. Comme si, au bout de cette démarche, se trouvait quelque chose de plus grand que quelques chiffres oubliés dans un fichier. Guillaume conduisait depuis une trentaine de minutes, mais tout, depuis qu'il avait quitté les larges avenues du centre-ville, lui paraissait s'étirer au ralenti. Les rues devenaient plus étroites, les façades plus grises, les regards plus présents. Ce n'était pas seulement la distance géographique qui séparait la Duchère de son quotidien, c'était un autre monde, un territoire qu'il n'avait jamais eu à arpenter, ni même à regarder. Il gardait les mains crispées sur le volant, vérifiait nerveusement l'adresse sur l'écran du GPS, s'arrêtait parfois, hésitait, puis repartait mal à l'aise dans ce décor qu'aucune application ne pouvait rendre confortable. Son costume discret contrastait avec la rudesse ambiante. Ses chaussures en cuir bien cirées semblaient trahir un statut qu'il aurait préféré dissimuler. L'adresse indiquée l'amena devant un immeuble délabré, à la peinture écaillée, dont les escaliers extérieurs portaient les stigmates de plusieurs hivers sans entretien. Une vieille poussette abandonnée servait de cale pour une porte d'entrée qui ne fermait plus. Il s'arrêta un instant, observant les alentours. Des vêtements pendaient aux fenêtres. Un ballon crevé gisait au pied d'un banc en ciment. Des éclats de voix lointains résonnaient depuis une cour arrière. Il prit une grande inspiration. Ce n'était pas seulement un quartier modeste, c'était un endroit où la précarité était devenue un décor permanent, presque invisible pour ceux qui y vivaient. Il gravit les marches lentement, lisant les noms effacés sur les boîtes aux lettres. Dubois, C. apparaissait à moitié arraché sur la 5e. Il frappa doucement d'abord, puis un peu plus fort, sans réponse. Il allait partir quand un bruit étouffé retentit de l'autre côté. La porte s'ouvrit sur un battement timide. Ce qu'il vit à cet instant resta figé dans sa mémoire. Claire Dubois se tenait devant lui, amaigrie, les traits tirés, les yeux cernés. Elle portait un vieux pull trop large et une jupe défraîchie. Mais ce n'était pas elle qui accrochait son regard, c'était ce qu'il y avait derrière elle. Dans l'ombre de l'entrée, 2 enfants pleuraient doucement. Ils étaient pieds nus sur un sol carrelé glacé. Une 3e silhouette, plus petite, était allongée sur un matelas posé à même le sol, couvert d'une couverture élimée. L'air sentait le froid, la fatigue et quelque chose d'autre, une forme de désespoir résigné que même l'odeur des corps fatigués n'arrivait pas à masquer. Claire le reconnut aussitôt, mais ne dit rien. Elle ouvrit un peu plus la porte comme pour l'inviter à entrer, puis sembla se raviser. Elle baissa les yeux, gênée, et murmura d'une voix cassée. « Je suis désolée. Je ne peux même pas vous proposer un verre d'eau. » Guillaume ne répondit pas. Il resta figé, incapable d'articuler le moindre mot. Son regard passait des enfants à la pièce, de Claire au plafond, noirci par l'humidité. Un petit chauffage électrique trônait, éteint, dans un coin. La fenêtre était entr'ouverte, sans rideau. Une boîte de céréales vide était posée sur une chaise branlante. Il n'y avait pas de table, pas de télévision, pas même un tapis. Les murs étaient nus, abîmés, tachés. Claire s'excusa à nouveau, puis ajouta, presque en s'excusant d'exister, « Ils n'ont pas mangé ce matin. J'essaie de faire tenir le reste du lait pour ce soir. » Guillaume ne savait pas comment réagir. Il avait prévu un discours, une confrontation peut-être. Il pensait venir exiger des explications, peut-être même défendre son geste passé, justifier ce qu'il appelait dans ses notes une décision logique. Mais tout cela avait fondu. Le décor avait réduit en poussière son raisonnement. Il ne voyait plus une employée fautive ou une dette floue, mais une femme en détresse luttant chaque seconde pour garder la tête hors de l'eau. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta. Les enfants le fixaient, l'un d'eux se frottait les yeux. Claire leur murmura quelque chose qu'il n'entendit pas. Puis elle ajouta, sans le regarder, « Si c'est à cause de l'argent, je vous rembourserai. Un jour, j'ai un entretien la semaine prochaine. » Il voulut répondre que non, que ce n'était pas pour ça. Mais les mots restèrent bloqués. Il sentit la chaleur le quitter, une sensation étrange, comme si toute sa structure interne se disloquait. Ce n'était pas la pitié qu'il ressentait, c'était une honte brute, profonde, viscérale. Une forme de responsabilité qu'il n'avait jamais envisagée. Il s'excusa, balbutia quelque chose d'incompréhensible, puis recula, incapable de supporter plus longtemps le contraste violent entre sa réalité et celle qu'il venait de découvrir. Claire referma la porte lentement, avec une douceur presque douloureuse,
comme si elle s'excusait de devoir la fermer. De retour dans sa voiture, Guillaume resta immobile de longues minutes. Il ne démarra pas tout de suite. Il ne regarda pas son téléphone. Il ne consulta pas son agenda. Il ne pensa même pas à ses obligations. Il fixait un point invisible devant lui, comme s'il tentait de recoller les morceaux d'une vérité qu'il avait toujours ignorée, que ses décisions, même les plus petites, même les plus lointaines, pouvaient broyer des vies. Ce n'était plus une question de justice ou de procédure. Ce n'était même plus une question de dette. Ce qu'il avait vu, c'était la preuve vivante qu'un système pouvait broyer des êtres sans laisser de traces, et qu'il faisait partie de ce système, qu'il en était peut-être même un pilier. Il rentra chez lui tard dans l'après-midi, sans avoir dit un mot à personne. Lorsqu'il ouvrit la porte de son appartement, l'odeur neutre et contrôlée de son intérieur lui parut agressive. Tout était à sa place, comme toujours. Il posa ses clés, retira son manteau, mais n'alluma pas les lumières. Il resta debout au milieu du salon, les yeux dans le vide. Pour la première fois depuis des années, il sentit que quelque chose s'effritait en lui, et il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Le lendemain, Guillaume se réveilla dans une chambre baignée de lumière artificielle, mais l'éclat du jour n'avait aucun effet sur l'oppression qui lui nouait l'estomac. Il avait peu dormi, hanté par des images qui se succédaient sans ordre, les yeux cernés de Claire, les pieds nus des enfants, le silence de cette pièce sans chaleur. Il aurait voulu effacer cette visite comme on efface une erreur dans un rapport, mais rien dans son esprit n'obéissait plus aux méthodes qui l'avaient toujours servi. Sa rigueur, sa distance, sa logique impeccable, tout semblait inefficace face à ce qu'il avait vu. Il passa la matinée à tenter de reprendre sa routine. Il consulta les courriels, valida des documents, échangea avec ses associés sur une future fusion logistique en Espagne. Mais son regard glissait sur les mots sans les comprendre. Chaque notification était un rappel cruel de la bulle dans laquelle il vivait et dont il commençait à percevoir les murs avec une acuité douloureuse. Il ouvrit à nouveau le fichier des dettes personnelles. Le nom de Claire s'y trouvait toujours, comme une écharde. Il relut plusieurs fois la note. 2300 €, ex-employé parti sans préavis. La somme en elle-même n'était rien, un chiffre négligeable dans ses finances. Mais ce n'était pas le montant qui le hantait. C'était la conviction désormais que cette ligne ne reflétait en rien la vérité. Il se souvenait vaguement de l'avoir vu partir un jour sans revenir, mais il ne se souvenait pas de l'avoir interrogé, ni d'avoir demandé la raison de son départ. À l'époque, il avait interprété cela comme une forme de faiblesse ou de mauvaise éducation. Il avait rangé l'événement dans la catégorie des désagréments mineurs. Aujourd'hui, il réalisait qu'il n'avait rien su, rien compris, et qu'il ne s'était même pas donné la peine de poser une question. L'image de la maison glaciale, du matelas au sol, de la honte dans les gestes de Claire, tout cela revenait en boucle, entêtant. Il se rappelait surtout le moment où elle s'était excusée de ne pas pouvoir lui offrir un verre d'eau. Ce simple geste, offrir quelque chose à celui qui, dans sa mémoire, représentait l'autorité, l'avait bouleversée. C'était comme si, malgré la déchéance visible, elle cherchait encore à maintenir une forme de dignité. Elle n'avait pas demandé de l'aide, elle n'avait pas réclamé justice. Elle s'était excusée. Guillaume ne comprenait pas comment une personne pouvait tomber aussi bas sans qu'aucun système ne vienne l'enrayer. Lui qui croyait au mécanisme, au filet de sécurité, à la méritocratie bien huilée, se retrouvait face à une réalité crue. Il existait des angles morts que personne ne regardait, des personnes invisibles que les chiffres ignoraient, et il s'était habitué à cela, il y avait contribué. Il passa une partie de l'après-midi à chercher sur Internet des informations générales sur les dispositifs d'aide sociale, les foyers d'accueil, les aides au logement. Les textes étaient flous, les formulaires complexes, les conditions souvent dissuasives. Il tomba sur un rapport évoquant la montée de la précarité chez les mères célibataires, des chiffres qu'il n'aurait jamais lus autrement. Tout à coup, chaque pourcentage avait un visage, et ce visage portait les traits de Claire. Il se demandait comment elle avait pu en arriver là. Comment quelqu'un qui avait travaillé pour lui, dans une maison ordonnée, bien chauffée, garnie d'équipements de pointe, avait pu basculer dans une existence où l'on comptait les gouttes de lait. Il se souvenait d'elle comme discrète, efficace, jamais absente sans raison. Et pourtant, il n'avait jamais demandé si elle avait besoin de quelque chose. Il n'avait jamais su si elle avait une famille, un passé, des douleurs. Elle avait été une fonction, un rouage, un poste à pourvoir.
Et maintenant, elle était une détresse que sa mémoire refusait de classer. Il hésita à retourner chez elle, à lui parler, à comprendre ce qui avait manqué. Mais il savait aussi que sa présence pourrait aggraver sa honte. Claire ne semblait pas vouloir de pitié. Ce n'était pas une victime selon son propre regard, juste une mère tentant de survivre. Et lui, que pouvait-il faire? Payer cette dette? Offrir un chèque? Ce geste lui paraissait désormais ridicule, presque insultant. Il ne voulait pas être celui qui achète la tranquillité de sa conscience. Il retourna dans ses archives personnelles. Il avait conservé de nombreux documents de ressources humaines, des échanges de mails, des demandes de congés. Après plusieurs heures, il mit enfin la main sur un courriel ancien, marqué d'un astérisque « Demande de congé exceptionnel, urgence familiale ». C'était signé Claire Dubois, daté de presque 3 ans auparavant. Dans le corps du message, elle expliquait brièvement qu'elle devait s'absenter pour s'occuper de sa mère, gravement malade. Il n'y avait pas de réponse enregistrée, aucun accusé de réception. Il se souvenait subitement que ce message lui avait semblé insignifiant, ou du moins peu professionnel. Il n'avait pas donné suite. La réalité le frappa comme un coup. Elle n'était pas partie sans prévenir. Elle avait demandé un congé, et il l'avait ignoré. Elle avait pris sa décision après un silence que lui-même avait imposé. Ce départ n'avait pas été un abandon de poste, mais une conséquence directe de son indifférence. Et maintenant, il comprenait que cette somme qu'il croyait lui être due était en vérité la trace d'une injustice qu'il avait créée. Il resta longtemps devant son écran, relisant le message, le comparant aux notes froides qu'il avait inscrites dans ses fichiers. Ce décalage entre les faits et son interprétation l'écœurait. Ce n'était pas seulement une erreur administrative, c'était une vision du monde qui s'écroulait. Il n'avait pas été neutre, il n'avait pas été juste, il avait été aveugle, parce qu'il avait choisi de ne pas voir. Alors qu'il éteignait son ordinateur, Guillaume sentit pour la première fois que cette histoire ne pourrait pas être classée. Elle lui avait échappé. Elle exigeait autre chose que des gestes techniques. Il ne s'agissait pas de réparer, ni même de compenser. Il devait comprendre. Il devait apprendre ce qu'il n'avait jamais voulu savoir. Et pour cela, il allait devoir faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Écouter. 2 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Guillaume à la Duchère, et pourtant le souvenir des visages, des silences, du froid dans cette pièce nue, restait suspendu dans son esprit comme une tache d'encre qu'aucune logique ne parvenait à effacer. Il avait d'abord tenté de rationaliser la scène, d'en faire un problème à résoudre comme les autres, identifier la cause, établir un plan d'action, appliquer une solution. Mais à mesure que les heures passaient, il comprenait que cette situation n'obéissait à aucun de ces schémas. Il ne s'agissait pas d'un incident, mais d'une faille, et pas une faille chez Claire, non. Une faille dans sa propre manière de regarder le monde, dans sa façon de définir ce qui était juste, mérité, acceptable. Résolu à comprendre, mais encore incapable d'affronter directement sa propre culpabilité, Guillaume décida d'y retourner. Il n'avait pas de plan clair, pas de discours préparé. Il voulait simplement parler, offrir quelque chose, même un geste minime, pour tenter d'atténuer ce qu'il n'avait pas su voir à temps. Il repensa aux vêtements des enfants, à leur maigreur, à l'humidité des murs. Il se souvint des yeux de Claire, fuyants mais fiers, et de la manière dont elle s'était excusée, comme si c'était elle qui avait failli. C'était cette fierté, justement, qui le poussait à avancer avec précaution. Il retourna dans le quartier en fin d'après-midi. Il n'avait pas averti, il n'avait pas appelé, il ne voulait pas laisser à Claire l'occasion de refuser à distance. Il espérait qu'en se présentant à l'improviste, il pourrait au moins établir un début de dialogue. Mais dès qu'elle ouvrit la porte, il comprit que ce serait plus difficile que prévu. Claire se tenait droite, les bras croisés, le visage fermé. Elle le reconnut immédiatement et recula d'un pas. Son regard ne trahissait ni peur ni surprise, mais une forme de résistance silencieuse, presque un refus anticipé de toute intrusion. Guillaume tenta un sourire maladroit, puis dit doucement « Je ne suis pas venu pour vous déranger. Je voulais juste parler. » Claire ne répondit pas tout de suite. Derrière elle, un des enfants toussait, lointainement. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'intérieur, puis revint à lui. « Je vous ai déjà dit que je rembourserais. Vous n'avez pas besoin de revenir pour ça. » La voix était sèche, mais maîtrisée. Elle s'efforçait de garder le contrôle. Guillaume sentit immédiatement qu'il ne fallait pas parler d'argent. Il chercha ses mots, puis répondit « Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour l'argent. Je... »
Je pense que j'ai mal compris certaines choses. Claire leva les yeux au ciel, puis répondit sans hausser le ton. Non, vous n'avez pas mal compris. Vous n'avez juste jamais demandé. Cette phrase, lancée avec calme, le frappa de plein fouet. Elle ne criait pas, ne s'énervait pas. Elle disait simplement la vérité. Et dans cette vérité, il n'y avait ni menace ni plainte, seulement une blessure ancienne devenue habitude. Guillaume resta silencieux, incapable de trouver une réponse valable. Elle poursuivit « Je me débrouille. Je cherche du travail. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je n'en ai jamais eu. » Il tenta un geste, une main tendue presque par réflexe, comme pour apaiser quelque chose. Mais Claire recula encore, plus nettement cette fois. « Ne faites pas ça, monsieur Morel. Ne jouez pas au sauveur. Je sais ce que vous êtes venu chercher. Vous voulez apaiser votre conscience. Vous avez vu quelque chose que vous ne supportez pas. Et maintenant, vous voulez effacer l'image avec un bon geste. Mais je ne suis pas un projet social. Je ne suis pas un rattrapage moral. » Guillaume sentit ses épaules se tendre. Il voulait protester, expliquer que ce n'était pas ça, qu'il ne cherchait pas à se racheter, qu'il voulait comprendre. Mais il savait que ce n'était pas entièrement vrai. Une partie de lui cherchait bien à corriger une erreur, à transformer l'humiliation silencieuse en un acte de réparation. Et Claire, dans sa lucidité brute, venait de le démasquer sans effort. Il se sentait impuissant, presque déplacé. Il fit un pas en arrière, murmurant simplement « Très bien, mais si un jour vous avez besoin », elle le coupa sans colère, mais avec une fermeté tranchante. « Si un jour j'ai besoin, je m'en sortirai, comme je l'ai toujours fait. » La porte se referma avec lenteur, sans claquement, sans brutalité. Ce n'était pas un rejet hargneux. C'était une frontière posée avec dignité. Un message clair. Ici, l'aide ne se prend pas par effraction. Guillaume resta sur le palier plusieurs secondes, regardant la peinture écaillée de la porte, le sol fissuré, les murs défraîchis. Il n'avait rien pu dire, il n'avait rien pu faire. Et pourtant, il avait tout entendu. Sur le chemin du retour, il repensa à cette réaction. Il comprenait désormais qu'il s'agissait d'orgueil, oui, mais pas dans le sens négatif du terme. C'était un orgueil de survie, un refus de se voir comme une victime, un instinct de protection. Claire n'avait pas construit de barrière par caprice, mais par nécessité. Elle n'avait pas besoin qu'on la sauve. Elle avait besoin qu'on la voie comme une femme capable, même au bord du gouffre. Ce qu'elle refusait, ce n'était pas l'aide en soi, c'était l'humiliation déguisée en bonne volonté. Pour Guillaume, cette rencontre avait valeur de leçon. Tout son système reposait sur des rapports de force codifiés, contrat, performance, résultat. Mais avec Claire, ces règles s'effondraient. Elle ne répondait pas à ses logiques. Elle ne lui devait rien, pas même une explication, et lui, pour la première fois, se retrouvait en position d'attente, sans pouvoir, sans contrôle. Arrivé chez lui, il ne monta pas tout de suite. Il resta un moment dans sa voiture, à observer les passants pressés du centre-ville, les vitrines éclairées, les rues propres. Il pensait à Claire, à cette porte qui s'était fermée avec dignité, à ses enfants dont les noms il ignorait toujours. Il comprenait maintenant que le véritable obstacle n'était pas matériel. Ce qu'il avait devant lui, c'était une barrière bien plus difficile à franchir, celle d'une femme qui avait appris par la douleur à ne rien attendre de personne. Le lundi matin, Guillaume se retrouva devant une pile de dossiers qu'il avait lui-même exigé de revoir. Les chiffres de son groupe étaient solides, les contrats bien ficelés, les employés correctement rémunérés, les actionnaires satisfaits. Tout fonctionnait, mais tout semblait soudainement creux. Il relisait les bilans comme on relit une pièce déjà jouée 100 fois, sans surprise, sans émotion. Son esprit restait coincé ailleurs, incapable de s'extraire de la scène de ce palier, de cette porte qui s'était refermée avec calme mais fermeté. L'échec de sa tentative de contact avec Claire le hantait non pas parce qu'il avait été rejeté, mais parce qu'il s'était heurté à une réalité qu'il n'avait jamais pris la peine d'interroger. En début d'après-midi, il prit la décision de fouiller ses anciens cartons d'archives personnelles, conservés dans un local annexe de son bureau, une salle qu'il n'avait pas visitée depuis des années. Il traversa le couloir vitré menant à cet espace excentré, emportant avec lui une tasse de café noir qu'il oublia aussitôt sur une étagère. Les boîtes étaient empilées selon une logique passée, dont lui-même ne comprenait plus l'ordre. Dossier de gestion, compte rendu de réunion, courrier classé par année.
Il s'accroupit, tira un carton au hasard, l'ouvrit lentement, découvrant des documents jaunis, des feuilles annotées à la main, et au fond, une enveloppe épaisse marquée simplement « Personnel, année 2022 ». Il la posa sur une table, l'ouvrit avec soin. Dedans, il trouva plusieurs documents liés aux employés domestiques qu'il avait eus au fil des années. Des contrats, des feuilles de paie, des formulaires de déclaration, et parmi eux un papier plié plusieurs fois, au bord déchiré. Il le déplia lentement. C'était un reçu, signé de sa propre main, datant de près de 3 ans. Le texte, écrit rapidement, stipulait que Claire Dubois avait bien présenté sa démission pour raisons personnelles urgentes liées à la santé d'un membre de sa famille. En marge, une note manuscrite, probablement de lui, disait « À vérifier, probablement une excuse ». Il relut la note plusieurs fois, comme si les mots allaient finir par changer de sens. Mais non, elle avait bien démissionné. Elle ne s'était pas volatilisée. Elle n'était pas partie sans prévenir. Elle avait même fait les choses dans les règles. Et lui, aveuglé par sa méfiance instinctive face à toute justification non professionnelle, avait choisi d'ignorer l'information. Pire encore, il l'avait consciemment oublié. Il s'assit lentement, le reçu à la main. Ce bout de papier annulait tout ce qu'il avait pensé jusqu'à présent. Non seulement la dette était injustifiée, mais son traitement du départ de Claire avait été fondé sur une mauvaise foi déguisée en rigueur. Il avait, à l'époque, jugé que les problèmes personnels n'avaient pas leur place dans un environnement professionnel. Il avait appliqué une logique binaire, présence ou absence, efficacité ou faiblesse. Et maintenant, il découvrait que cette dichotomie avait écrasé une réalité bien plus complexe. Il resta là dans la lumière pâle de la salle d'archives, incapable de bouger. Ce reçu n'était pas seulement une pièce justificative, c'était une révélation partielle d'une faute morale plus large. Il avait privé Claire de son dernier salaire par pure méfiance. Il l'avait rayé comme on rature une ligne inutile. Ce qu'il prenait pour de la fermeté avait été en réalité une forme de cruauté bureaucratique. Le reste de la journée fut flou. Il retourna à son bureau sans souvenir clair du trajet, annula 2 réunions, ignora 3 appels. Ses pensées tournaient en boucle. Il se demanda combien d'autres personnes il avait traitées avec la même froideur, combien de Claire avaient été effacées sans bruit, combien de voix réduites au silence derrière les grilles de ses exigences. Le soir venu, seul dans son salon, il relut plusieurs fois le reçu. Il se sentait à la fois stupide et honteux. Il avait vécu dans l'illusion que tout pouvait être évalué, quantifié, contrôlé. Mais ce bout de papier prouvait le contraire. Certaines erreurs ne se mesuraient pas en euros, mais en conséquences invisibles. Il ne savait pas ce qu'était devenue la mère de Claire, s'il était déjà trop tard pour réparer ce qui devait l'être. Mais il savait au moins que cette histoire n'était pas une simple omission à corriger. C'était une injustice active qu'il avait perpétuée par indifférence. Il pensa à aller frapper de nouveau à sa porte, mais il savait que ce serait malvenu. Il n'avait rien de nouveau à lui offrir, sinon cette prise de conscience qui, en soi, ne suffisait pas. Claire n'avait pas besoin qu'on lui confirme qu'elle avait eu raison. Elle avait besoin qu'on cesse de la traiter comme une variable dans l'équation des autres. Et lui devait apprendre à vivre avec le fait d'avoir participé à son effacement. Il passa une partie de la nuit à écrire. Pas un courrier, pas un discours. Juste des pensées, des constats, des mots qu'il n'avait jamais formulés à haute voix. Il écrivit pour comprendre, pour fixer sur le papier ce que son esprit refusait encore d'intégrer pleinement. Il avait été l'artisan de sa propre distance morale. Il n'avait pas vu parce qu'il n'avait jamais voulu voir. Ce n'était pas un oubli, c'était une décision. En rangeant le reçu dans une enveloppe neuve, il prit une résolution silencieuse. Il ne chercherait pas à compenser en argent. Il ne chercherait pas à effacer l'acte par une autre injustice. Il essaierait, à partir de maintenant, de voir réellement ceux qu'il avait toujours considérés comme des ombres dans les couloirs de sa vie. Et même s'il ne savait pas encore comment, il savait que cela commencerait par admettre qu'il avait été, non pas le créancier, mais le véritable débiteur. Depuis sa prise de conscience, Guillaume ressentait une sorte d'équilibre rompu à l'intérieur de lui. Ce qui avait commencé comme une curiosité troublée s'était mué en détermination. Non pas une détermination dirigée vers l'exécution d'un plan de communication ou d'image, mais vers une quête silencieuse de réparation. Toutefois, cette trajectoire allait se heurter à un obstacle qu'il n'avait pas anticipé, le système, et plus précisément,
le système tel qu'il se manifestait dans la vie de Claire Dubois. Il avait commencé à enquêter de façon discrète. Il consulta ses employés, observant les dossiers d'anciens candidats de la société de services domestiques qu'il supervisait. Il découvrit qu'à l'époque où Claire avait quitté son poste, elle avait été placée sur une liste négative de crédit, un terme froid, un document indélébile dans les bases de données d'un organisme que Guillaume ne connaissait que superficiellement, mais dont la logique était implacable. Un impayé, un nom, et le verrouillage de l'accès à l'emploi. Il consulta les archives publiques, trouva un jugement rendu en sa défaveur, sans signature claire, sans contestation enregistrée. Il parla à un ancien collègue de Claire, qui confirma qu'elle avait été abandonnée par son nouveau compagnon peu après, sans ressources, sans réseau, avec 3 enfants à charge, et que cette situation avait déclenché une série de complications administratives, des retards de paiement, des courriers non lus, des frais occasionnés, jusqu'à cette trace digitale noire dans le système. Claire n'avait jamais signé de contrat de service. Pourtant, l'ardoise figurait, pesait, la maintenait en marge. Guillaume sentit la colère monter, non pas contre Claire, mais contre le mécanisme qui l'avait broyé. Il ne reconnut plus sa propre vision de l'efficacité, la structure même qu'il avait bâtie, appliquée, chronométrée, optimisée. Cette vision qui l'avait rendu riche, influent, isolé, se reflétait maintenant dans les traits de cette femme. Il se demanda combien d'autres avaient été victimes d'un tel engrenage, sans qu'ils s'en aperçoivent, sans qu'il l'ait formalisé dans ses bilans. Cette révélation le projeta dans une zone plus sombre. Il ne s'agissait plus simplement de réparer un mauvais échange entre employeur et employé, mais de démanteler un engrenage social qui transformait la vulnérabilité en condamnation silencieuse. Le nouveau compagnon de Claire, désœuvré, avait perdu son emploi, avait abandonné ses obligations et ses dettes avaient été transférées à elle, car c'était elle qui, en tant que tête de famille, apparaissait sur les documents. Elle avait tenté de contester, mais sans ressources légales, sans accès simple à un avocat. Elle avait été classée défaillante, et tout dans ses démarches de remise à flot avait été bloqué. Aucun employeur ne prenait le risque de l'engager, aucun crédit ne lui était accordé. Le système lui disait « tu es déjà perdu », et elle, sans réseau, sans soutien, avait fini par accepter le mur en silence. Guillaume contempla cette mécanique avec horreur. Il n'y avait plus de protagoniste unique à réprimander maintenant, ni lui, ni Claire, ni cet ancien compagnon. Le véritable antagoniste était un ensemble de ses choix, de ses décisions froidement professionnelles et du contexte qu'il avait contribué à façonner. Il se rendit compte que son entreprise n'était pas isolée de cette réalité. À travers ses règles, son exigence, sa logique économique, il avait façonné un environnement où la marge de manœuvre humaine était réduite, où une personne en difficulté ne trouvait aucun relais. Le constat devint évident. L'image de l'huissier passe, l'huissier perçoit, mais le vide reste. Il se rendit compte que, dans son édifice, il avait exclu la fragilité au profit de la performance. Au fil des semaines, il recherchait les traces de Claire dans les fichiers internes et externes de son entreprise. Il examina les rapports de responsabilité sociale, se demanda combien d'autres employés de maison avaient été licenciés sans considération, combien de dossiers étaient classés sans suite. Il recourut à un avocat pour sonder la possibilité de faire sauter la condamnation administrative inscrite à son nom. Il ne voulait pas se substituer à un sauvetage, mais agir sur les conditions qu'il avait condamnées. Le processus juridique révéla un réseau de clauses abusives, de frais cachés, de pénalités disproportionnées pour des retards mineurs, de transferts de dettes qui ne faisaient pas l'objet d'une médiation. L'antagoniste n'était pas une personne, c'était un système froid, fait de paperasse, de silence, de normes rigides, de jugements qui tombent sans audience humaine. Mais ce chemin ne fut pas sans heurts. À l'intérieur de son entreprise, des voix s'élevèrent. Certains associés trouvaient que cette démarche le détournait de ses objectifs, que l'image de l'entreprise risquait d'être troublée. D'autres craignaient que ce précédent ne crée des attentes, qu'il ouvre une boîte de Pandore de réclamations. Guillaume dut redoubler de finesse. Il ne voulait pas faire un spectacle. Il ne voulait pas que cela soit perçu comme un coup de communication. Il voulait que cela soit réel. Il convint d'agir en coulisses, de manière discrète, sans fanfare, sans annonce publique. Il recruta quelques collaborateurs de confiance.
pour lancer un audit secret des conditions d'engagement des personnels domestiques de son groupe. Il prévint l'avocat que cette initiative pourrait aboutir à des révélations embarrassantes pour des partenaires, pour des prestataires, pour des utilisateurs. Cela ne l'effraya pas. Il avait dépassé l'idée de suivre un simple contrat. Il était désormais face à sa propre responsabilité. Pour Claire, rien ne changeait encore. Il ne l'avait pas recontactée. Il respectait sa distance. Il ne voulait pas la brusquer. Mais il travaillait, dans l'ombre. Il pouvait sentir qu'en démantelant le mécanisme, le mur de silence se fissurerait peut-être. Il ne faisait pas simplement réparer un tort. Il tentait de transformer le lien entre le monde qu'il dirigeait et le monde qu'il ignorait. Il comprit que l'antagoniste n'était pas seulement l'injustice dont il était témoin, mais la neutralité qu'il avait toujours acceptée. Le vrai conflit n'était pas contre Claire. Il était contre un modèle, un réflexe, une inertie collective. Il regarda une dernière fois ses bureaux vides tard dans la soirée, les vitres qui reflétaient la lumière artificielle, et il sut que le chemin serait long. Il n'avait plus peur de ne pas savoir comment s'y prendre. Il avait désormais conscience que ne pas agir était une décision. Il ne se sentait pas héroïque. Il ne se sentait pas justifié. Il se sentait engagé. Ce mot nouveau piqua son ego habitué à la distance. Il réalisa que l'engagement ne se mesurait pas en chiffres, en retour sur investissement, mais en gestes silencieux, en écoute, en temps donné. Et il comprit que le plus puissant antagoniste resterait la barrière invisible, l'orgueil qu'il faudrait renoncer, l'habitude qu'il faudrait briser, le regard qu'il devrait rediriger vers ce qu'il ne voyait pas. La lutte n'était pas contre un ennemi extérieur, mais contre la version de lui-même qui avait défendu que tout était conforme tant que le rapport rendait compte. Le jour où il ajusterait ses chiffres pour inclure les invisibles, ce jour-là seulement, il aurait commencé à changer réellement. Guillaume n'était pas habitué à l'incertitude. Toute sa carrière s'était construite sur la prévisibilité, l'anticipation, le contrôle des risques. Mais face à la réalité que représentait Claire, il se rendait compte que ses méthodes traditionnelles n'avaient aucune prise. Il ne pouvait ni planifier une solution, ni en déléguer l'exécution. Il était confronté à une situation humaine qui échappait à toutes ses grilles de lecture. Pourtant, il n'acceptait pas l'idée de rester passif. Il savait désormais que, même en restant silencieux, il contribuait à perpétuer la violence d'un système qui excluait les plus fragiles. Après plusieurs nuits passées à tourner en rond dans son appartement, il prit la décision d'agir, mais pas n'importe comment. Il ne voulait pas heurter Claire, ni la contraindre à accepter une aide qu'elle aurait perçue comme une humiliation. Il comprenait que toute tentative directe serait immédiatement repoussée. Elle avait trop souffert de ce monde de rapports de force, de cette culture du don intéressé. Il fallait donc contourner les apparences, créer une distance suffisante pour que l'aide ne soit pas perçue comme un retour de dette, ni comme une mise en scène de supériorité. Il contacta discrètement une organisation non gouvernementale avec laquelle son entreprise avait collaboré pour des actions logistiques dans des zones rurales. Après quelques appels et 2 réunions confidentielles, il réussit à convaincre l'un des coordinateurs de lancer une opération pilote dans les quartiers périphériques de Lyon, ciblant les familles monoparentales en situation d'extrême précarité. Il finança le projet personnellement, exigeant l'anonymat absolu. La logistique, il la connaissait. Il fit livrer discrètement des colis de première nécessité, nourriture, vêtements pour enfants, produits d'hygiène, à certaines adresses sélectionnées avec soin, parmi lesquelles celle de Claire. Les colis portaient un simple autocollant. Don solidaire, initiative citoyenne. La première livraison fut acceptée sans résistance. Claire, épuisée, n'avait plus la force de refuser ce qui permettait de nourrir ses enfants pour quelques jours. Il avait prévu ce moment, mais il ne s'attendait pas à ce que cela l'ébranle autant. Imaginez Claire ouvrir ce carton, y découvrir des denrées, des chaussettes, des couches, des biscuits, puis les ranger dans ce petit espace froid. Tout cela le poursuivit pendant des heures. Il comprit que ce geste, aussi discret fût-il, ne le soulageait pas. Il n'était pas question de soulagement, mais de responsabilité assumée. En parallèle, il fit appel à un avocat spécialisé en droit social et en réhabilitation financière. Il lui remit le dossier de Claire, maquillé sous un pseudonyme, et demanda une étude de faisabilité pour annuler ou du moins neutraliser les effets de la fameuse dette frauduleuse qui la maintenait sur liste noire. Il finança les démarches en toute discrétion par le biais d'un cabinet intermédiaire,
Il exigea que rien ne remonte jusqu'à lui. Il ne voulait pas être remercié. Il ne voulait pas qu'elle se sente redevable. Il voulait simplement lui rendre ce qu'on lui avait pris. Une chance. Mais malgré ses initiatives, quelque chose en lui restait tendu. Il ne parvenait pas à comprendre pourquoi cette affaire le touchait autant. Il avait croisé des centaines de personnes en détresse au cours de sa vie. Des partenaires ruinés, des salariés licenciés, des fournisseurs en difficulté. Il n'avait jamais été insensible, mais il avait toujours su compartimenter. Cette fois, c'était différent. Il ne parvenait pas à fermer cette porte intérieure qui s'était entr'ouverte le jour où il avait vu Claire entourée de ses enfants dans cet appartement glacé. Il se surprit à revoir des souvenirs qu'il croyait enterrés. Des scènes de son enfance refaisaient surface, notamment celle de sa mère avant que son père ne réussisse. Elle avait tenu la maison seule pendant des années, refusant l'aide d'amis, économisant surtout, parfois contrainte de vendre des objets personnels pour pouvoir payer l'essentiel. Il se rappelait de son silence, de ses gestes mesurés, de son regard fatigué, et surtout de ce jour où elle s'était effondrée en découvrant que quelqu'un, sans se faire connaître, avait glissé une enveloppe avec des billets sous la porte. Elle n'avait jamais su qui c'était, mais elle avait pleuré pendant des heures, à la fois soulagée et humiliée. Guillaume n'avait jamais oublié ses larmes. Il comprenait maintenant que Claire faisait résonner quelque chose de plus profond. Elle incarnait cette dignité blessée qu'il avait vue chez sa propre mère, ce mélange de fierté et de désespoir, cette volonté de s'en sortir seule, même quand tout conspirait contre. Il comprit que sa réaction n'était pas simplement morale, mais intime. En la voyant, il revoyait aussi une version oubliée de sa propre histoire, celle qu'il avait enterrée sous les années de contrôle et de rationalité. Il continua les livraisons. Il diversifia les aides, y ajoutant des livres pour enfants, des petits jeux, des vêtements de meilleure qualité. Il veillait à ne jamais inclure de messages personnels, juste ce logo impersonnel, cette couverture d'anonymat qui protégeait Claire de toute forme de gratitude imposée. L'avocat progressait aussi. Il avait réussi à ouvrir un dossier en appel, à prouver l'absence de consentement contractuel, à obtenir une suspension temporaire de l'inscription sur la liste noire. Les choses bougeaient, lentement, mais de manière concrète. Guillaume n'en parlait à personne. Même son cercle proche ignorait tout. Il refusait que cette démarche devienne un sujet. Il ne voulait pas qu'on y voie un changement de stratégie ou une reconversion morale. Ce n'était pas une reconversion, c'était un réveil. À mesure que les jours passaient, il ressentait une étrange forme de clarté. Il n'était plus question de réparer une faute. Il s'agissait désormais de construire quelque chose de nouveau, de plus juste. Et même s'il n'avait pas encore défini ce que cela impliquerait pour lui, pour son entreprise, pour ses projets, il savait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Il avait franchi un seuil, et au-delà de ce seuil, il n'y avait pas de retour possible. Seulement la continuité d'un engagement silencieux, mais radical. La 6e livraison fut celle qui fit basculer l'équilibre fragile que Guillaume avait tenté de maintenir. Jusque-là, Claire avait accepté les colis avec prudence, les rangeant discrètement sans faire de commentaires aux bénévoles anonymes qui les déposaient au pas de sa porte. Elle n'avait jamais tenté de contacter l'organisation supposée derrière les dons, ni cherché à comprendre d'où venait cette aide. Elle se contentait de recevoir silencieuse, résignée, concentrée sur le fait de nourrir ses enfants, de maintenir une forme de stabilité précaire dans un monde qui ne lui en offrait aucune. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Ce matin-là, la bénévole chargée de la livraison, une étudiante en service civique, se présenta comme d'habitude. Mais à peine eut-elle annoncé le nom de l'initiative que Claire, au lieu de prendre le carton, le repoussa doucement avec le pied, le regard fixé droit devant elle. La jeune femme tenta de lui expliquer qu'il s'agissait simplement d'un soutien ponctuel, qu'elle n'avait aucune obligation. Mais Claire la coupa d'un ton neutre sans élever la voix. « Dites à ceux qui envoient ça que je n'en ai plus besoin. » La bénévole resta figée, confuse. Claire précisa, toujours calme. « Je suis fatiguée de recevoir sans savoir de qui. Ce n'est pas de la gratitude qu'on attend de moi, mais je sens bien que tout ça a un prix, même quand on me dit le contraire. » Elle ferma la porte avec lenteur. Le colis resta sur le paillasson jusqu'en fin de journée. À la tombée de la nuit, elle finit par le ramasser, mais ce fut la dernière fois. À partir de ce moment-là, toutes les autres tentatives de livraison furent poliment mais fermement refusées. L'association essaya de la recontacter en vain. Claire ne répondit plus.
Elle s'était repliée dans un silence intransigeant. Lorsque Guillaume apprit la nouvelle, il fut saisi d'un mélange de frustration et de respect. Il avait espéré qu'en agissant sans se montrer, il éviterait ce genre de rejet. Mais il avait sous-estimé l'instinct de défense de Claire, cette résistance à toute forme de dépendance, même déguisée. Il comprenait son refus, mais il en ressentait profondément l'amertume. Il n'avait pas agi pour être reconnu, mais il découvrait que même l'aide anonyme pouvait être perçue comme une atteinte à la dignité. Et surtout, il découvrait que la liberté de Claire passait aussi par le droit de dire non, même à ce qui pouvait l'aider. Les nouvelles qu'il parvenait encore à obtenir de façon indirecte n'étaient pas bonnes. Le propriétaire de l'immeuble avait entamé une procédure d'expulsion. 3 mois de loyer en retard, des relances restées sans réponse, un dossier qui s'épaississait. Claire n'avait pas réagi au courrier. Elle avait cessé de répondre aux tentatives de médiation. Elle se préparait à l'inévitable, comme si elle n'espérait plus rien. Les enfants ne fréquentaient plus l'école avec régularité. L'un d'eux avait été vu par une voisine, pieds nus dans le hall, jouant avec une bouteille vide. Le quartier savait, murmurait, compatissait, mais personne n'agissait. La misère, même visible, devenait familière. Guillaume sentit la panique le gagner. Il avait cru que l'aide matérielle suffirait à amorcer une stabilisation. Il avait misé sur la discrétion pour ne pas heurter, pour ne pas s'imposer. Mais la réalité lui montrait que parfois la retenue était perçue comme une forme d'abandon. Il se retrouva face à un paradoxe cruel. Aider sans offenser, agir sans envahir, protéger sans contrôler. Et il échouait sur tous les fronts. Il consulta à nouveau l'avocat. Le dossier de radiation de Claire de la liste noire avait progressé, mais la procédure prenait du temps. La dette frauduleuse avait été contestée, mais la lenteur administrative empêchait toute issue rapide. Aucun employeur n'osait encore l'engager. Chaque tentative d'emploi échouait à cause de cette trace persistante dans les fichiers. Claire avait été appelée pour 2 entretiens, mais elle avait échoué probablement en découvrant que la sélection exigeait des justificatifs qu'elle ne pouvait fournir. Son nom restait associé à une ligne rouge, et sans emploi, elle ne pouvait régulariser ses arriérés. Sans logement, elle ne pouvait inscrire durablement ses enfants à l'école. C'était un engrenage parfaitement huilé de précarité. Guillaume passa plusieurs soirées à réfléchir. Il se mit à relire d'anciens journaux, à consulter des statistiques, à chercher des témoignages similaires. Ce qu'il voyait, ce qu'il vivait par procuration à travers Claire, se reproduisait partout. Les mères célibataires, les personnes fichées à tort, les travailleurs précaires exclus du système à cause d'un incident, d'une erreur, d'un silence. Il comprit que Claire n'était pas une exception. Elle était le symptôme d'un système qui classait les gens plus vite qu'ils ne les écoutait. Il pensa à intervenir personnellement, à aller la voir une dernière fois, à se présenter non plus comme un intermédiaire masqué, mais comme l'homme derrière les colis. Mais il se ravisa. Il savait que cette démarche, à ce stade, risquait d'aggraver la situation. Claire avait dressé une muraille, et toute tentative directe pourrait être perçue comme une intrusion, voire une trahison. Alors, il attendit. Il fit suspendre temporairement la procédure d'aide logistique, redirigeant les ressources vers d'autres familles identifiées par l'ONG. Il maintint le soutien juridique, mais il décida de ne plus rien envoyer à Claire. Elle avait choisi de se refermer. Il respecterait ce choix. C'était une manière pour elle de reprendre le contrôle sur une situation qui lui avait échappé trop longtemps. Mais l'inquiétude le rongeait. Il savait que l'expulsion était imminente. Il savait que l'hiver approchait, que les nuits seraient glaciales. Il savait que, sans aide, Claire risquait de tomber encore plus bas. Et il savait que, malgré ses ressources, malgré ses contacts, malgré sa volonté, il ne pouvait pas forcer une personne à accepter ce qu'elle ne voulait plus recevoir. Il comprit alors que l'aide ne suffisait pas, qu'il ne s'agissait pas seulement de réparer ou de donner, il s'agissait de reconstruire un lien. Et ce lien ne pouvait se bâtir dans l'ombre. Il allait devoir tôt ou tard se montrer, risquer l'humiliation, affronter le rejet, assumer ce qu'il était et ce qu'il avait été, car rien ne changerait tant que Claire continuerait à vivre dans une position défensive, forcée à choisir entre sa fierté et la survie. Ce choix-là, Guillaume savait désormais qu'il était inhumain, et il ne supporterait plus de le voir se répéter sans fin. Les jours qui suivirent le refus de Claire furent d'un silence lourd et presque menaçant dans l'esprit de Guillaume. Plus aucun colis n'était envoyé,
Plus aucune tentative n'était faite pour briser le mur qu'elle avait dressé entre elle et ce monde extérieur qui lui avait tant coûté. Guillaume, quant à lui, se trouvait désormais dans un état qu'il n'aurait jamais pu imaginer quelques mois auparavant. Paralysé non par l'inaction, mais par le doute quant à la nature même de ses intentions. Il ne remettait pas en cause son engagement, mais se demandait si, en cherchant à réparer, il n'avait pas répété inconsciemment les mêmes dynamiques de domination qui avaient défini sa carrière. Offrir sans demander, agir sans écouter, décider de ce qui était juste sans le confronter à la volonté de ceux qu'il prétendait aider. Ce déséquilibre moral l'amena à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, retourner dans la maison de son enfance. Elle se trouvait à seulement 1 heure de Lyon, dans un petit village du Rhône, où son père avait acheté une propriété dans les années 90, après sa première réussite dans le secteur des transports. Le domaine avait été entretenu par un couple de gardiens depuis le décès de ses parents, mais Guillaume n'y avait plus mis les pieds depuis la vente d'une partie du terrain à un promoteur immobilier. Il décida d'y aller seul, sans avertir personne. Ce fut un choc dès l'entrée. Les pièces, bien que propres, semblaient figées dans un autre temps. Les photos en noir et blanc de ses parents, les meubles en bois sombre, les rideaux épais qui bloquaient la lumière. Tout lui rappelait une époque où le monde lui paraissait encore vaste, mystérieux, chargé de promesses. Il monta à l'étage, poussa la porte de ce qui avait été la chambre de sa mère et resta immobile devant la coiffeuse. Posée là, comme si elle l'attendait, se trouvait une petite boîte en cuir. Il l'ouvrit, y trouva des lettres, des photos, des recettes écrites à la main, et au fond, un carnet. Il s'assit, l'ouvrit lentement. Les premières pages dataient de la période où sa mère élevait Guillaume seul, bien avant que son père ne revienne s'installer définitivement avec eux. Les lignes étaient pleines de fatigue, de résilience, de petits récits du quotidien. Elle y parlait des fins de mois difficiles, des économies faites sur la nourriture pour que Guillaume puisse aller à l'école propre et bien habillé, des refus polis adressés à ceux qui lui proposaient de l'aide sans comprendre l'humiliation que cela pouvait représenter. Elle écrivait aussi sa peur de devenir amère, de perdre foi dans la bonté du monde, mais elle s'y refusait pour son fils. Une phrase en particulier le frappa. « Si je m'effondre, il pensera que l'amour n'a jamais été suffisant. » Alors je tiens. Guillaume referma le carnet avec les mains tremblantes. Ce que Claire vivait aujourd'hui, sa mère l'avait vécu en silence des années plus tôt, dans cette même maison, avec ce même sentiment d'injustice invisible. Il comprit soudain que sa rigidité, son obsession du contrôle, sa méfiance à l'égard des émotions, ne venaient pas seulement d'une formation professionnelle, mais d'une enfance marquée par la peur de manquer, la peur de tomber, la peur que tout puisse s'effondrer si l'on laissait entrer un peu de fragilité. Il avait transformé cette peur en stratégie de vie, ne jamais dépendre de personne, ne jamais écouter ce qui pouvait freiner l'élan de la réussite. Mais cette stratégie, il en voyait désormais les limites. Elle l'avait rendu fort, riche, influent, mais elle l'avait aussi éloigné de toute forme de relation sincère. Il n'avait jamais été marié, n'avait pas d'enfants, peu d'amis. Il vivait dans une forteresse de verre et d'algorithmes, et Claire, par sa seule existence, avait fissuré ce rempart, parce qu'elle représentait une mémoire que son corps avait gardée, même quand son esprit l'avait enfouie. Il repensa à un moment précis. Un hiver, il avait 6 ou 7 ans. Il se souvenait de sa mère grelottant dans la cuisine, refusant d'allumer le chauffage avant que la nuit ne tombe, disant que c'était pour faire des économies. Elle préparait un potage, et Guillaume s'était plaint qu'il n'y avait pas de viande. Elle lui avait souri, l'avait pris dans ses bras et lui avait dit que bientôt tout irait mieux. Il n'avait pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, il percevait le poids de cette scène. Claire était dans cette cuisine maintenant, avec ses enfants, avec le même potage sans viande, avec les mêmes silences. En rentrant à Lyon, Guillaume décida de changer d'approche. Il ne pouvait plus se cacher derrière les dons anonymes, ni espérer que la justice administrative réparerait seule ce que le monde avait cassé. Il fallait aller à sa rencontre, pas pour imposer une solution, pas pour lui offrir une sortie de secours, mais pour lui dire la vérité, toute la vérité, celle de son erreur, de sa méconnaissance, de son aveuglement, et celle de son propre passé, qui avait été tissé des mêmes fils de douleur que le sien. Il savait que ce serait difficile. Elle pouvait refuser. Elle pouvait l'humilier, le rejeter, claquer la porte, mais il ne cherchait plus à être pardonné. Il voulait juste qu'elle sache,
qu'elle comprenne qu'il ne venait pas comme patron, ni comme bienfaiteur, mais comme un homme qui avait enfin compris qu'il n'était pas au-dessus des autres. Un homme qui, face à elle, n'était ni supérieur ni sauveur, juste égal et tardif. Guillaume programma donc une visite. Il ne savait pas encore ce qu'il allait dire. Mais pour la première fois, il n'avait pas peur de se montrer vulnérable, car il savait que la vérité, même maladroite, avait plus de valeur que 1000 gestes bien organisés. Et il savait que le moment était venu de ne plus fuir, ni elle, ni lui-même. Guillaume arriva devant l'immeuble de la Duchère peu après 11 heures du matin. Il avait longuement hésité sur l'heure de sa visite, se demandant s'il serait perçu comme une intrusion ou comme un rappel du pouvoir qu'il avait longtemps incarné. Il portait un manteau simple, sans marque visible, un pantalon de toile et des chaussures usées qu'il n'avait pas sorties depuis plusieurs années. Il ne voulait rien exhiber, rien affirmer. Il voulait seulement être reçu, même brièvement, comme un homme venant parler à une femme qu'il avait négligée, ignorée, et envers qui il avait une dette impossible à quantifier. Le trajet dans les escaliers lui sembla interminable. Chaque marche était une tension. Il revoyait les enfants, les cartons de dons, la porte qui se refermait sans bruit, le regard de Claire, droit, digne, indépassable. Quand il frappa, il s'attendait à ne pas être reçu. Mais après quelques secondes, la porte s'entr'ouvrit. Claire apparut, visiblement fatiguée, les traits plus creusés qu'il ne se souvenait. Elle le fixa sans surprise. Elle savait que tôt ou tard, il reviendrait. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Claire le regarda un long moment, avant de s'effacer sur le côté, lui ouvrant le passage sans un mot. Il entra lentement. L'appartement était toujours aussi nu, mais propre. Les enfants n'étaient pas là. Elle expliqua, d'un ton neutre, qu'ils étaient à l'école, qu'elle avait tenu bon malgré les menaces d'expulsion, qu'un sursis lui avait été accordé pour 2 mois. Elle ne demanda pas pourquoi il était venu. Elle s'assit sur une chaise, face à lui, et attendit. Guillaume sortit de sa poche une enveloppe qu'il posa sur la table sans un mot. Dedans, un chèque de 2300 €, libellé à son nom, avec un court message écrit à la main, pour effacer une injustice, pas une dette. Claire ne toucha pas l'enveloppe. Elle la regarda simplement, puis leva les yeux vers lui. Pourquoi maintenant? Il inspira profondément. Ce n'était pas le moment d'éluder. Il parla sans détour. Parce que j'ai compris. Tard, mais j'ai compris. Ce n'était pas toi qui me devais quoi que ce soit. C'est moi. Je t'ai jugé sans savoir. J'ai validé ton départ comme une faute alors que tu t'occupais de ta mère malade. J'ai retenu ton salaire comme si j'étais le seul arbitre de ce qui est juste. Je ne t'ai jamais regardé, pas vraiment. Je t'ai traité comme une fonction. Claire resta silencieuse, mais quelque chose dans son regard changea. Pas de la douceur, pas encore, mais une forme d'attention nouvelle. Il poursuivit. Ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas un rachat. Je n'essaie pas de me faire pardonner par un chèque. J'ai essayé de t'aider anonymement, en pensant que ça suffirait, que je pouvais réparer discrètement. Mais j'ai compris que c'était encore une manière de contrôler. Je veux te dire que je reconnais mes erreurs, et je veux te proposer une solution, une vraie, pas une faveur, un poste. Il sortit un second document, plus épais. Un contrat de travail, rédigé par ses soins, qu'il avait confié à son équipe juridique. Un emploi à temps partiel, horaire modulable, salaire mensuel fixe, télétravail possible, avec accès aux soins pour les enfants et un accompagnement administratif pour régulariser sa situation. Pas un poste inventé pour l'occasion, mais une fonction réelle dans un nouveau projet de logistique urbaine sociale qu'il voulait lancer. Un poste de responsable de coordination humaine, destiné à concevoir des parcours de réinsertion pour des femmes isolées. Claire avait l'expérience. Elle savait ce que cela signifiait. Il lui tendit le contrat. « Tu n'es pas une exception, Claire. Tu n'es pas un cas. Tu es une femme forte, compétente. Tu pourrais diriger ce projet mieux que quiconque. Je ne te propose pas une aide. Je te propose de prendre ta place. » Elle lut le document avec lenteur. Son visage restait fermé, mais ses mains tremblaient légèrement. Guillaume savait qu'elle pesait chaque mot, chaque condition, chaque terme. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, elle dit d'une voix très calme « Pourquoi moi? Tu pourrais recruter n'importe qui. » Il répondit sans hésiter « Parce que toi, tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est de tomber et de ne pas être entendu. Tu sais ce que c'est de se débattre seul, de refuser la charité, de vouloir vivre sans s'excuser. Et parce que tu n'as jamais baissé les bras.
même quand tout semblait contre toi. Elle resta silencieuse. Longtemps. Le silence ne le dérangea pas. Il le respecta. Il regardait ses yeux, les cernes, les rides nouvelles, et il ne vit plus la domestique qu'il avait oubliée, mais une femme en lutte, une survivante. Elle reprit enfin la parole. « Tu ne veux pas que je te sois reconnaissante, n'est-ce pas ? Non, je veux que tu sois libre. » Elle se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis revint vers la table. Elle prit l'enveloppe avec le chèque, la posa sur le contrat, le regarda à nouveau. « J'accepte, mais pas pour toi, pas pour ce que tu veux réparer, pour moi et pour mes enfants. » Il hocha la tête sans sourire. Ce n'était pas une victoire, c'était un commencement, un point de bascule. Claire ouvrit la porte. Guillaume comprit qu'il était temps de partir. Il se leva, prit son manteau, marcha vers la sortie. Avant de franchir le seuil, il se retourna une dernière fois. « Merci de m'avoir écouté. » Elle répondit simplement, « Ce n'est pas moi que tu dois remercier. C'est toi, de ne plus faire semblant. » Il sortit sans bruit. Dans l'escalier, son cœur battait fort, mais il ne s'agissait plus de peur. C'était une forme nouvelle d'élan. Il ne savait pas ce que l'avenir réserverait à Claire, ni même à lui. Mais il savait une chose avec certitude. Ce jour-là, quelque chose avait changé de manière irréversible. Pour elle et pour lui. Les premières semaines dans son nouveau poste furent à la fois éprouvantes et libératrices pour Claire. Elle arriva dans les bureaux de la nouvelle antenne sociale de l'entreprise Morel un mardi matin de janvier, vêtue simplement, les cheveux attachés, un carnet vierge en main. Elle avait accepté l'emploi sans cérémonie, sans discours, et s'était préparée à l'idée d'être testée, observée, possiblement rejetée. Mais ce qu'elle découvrit, à sa grande surprise, fut un espace professionnel construit selon une logique différente de celle qu'elle avait connue jusque-là. L'équipe à laquelle elle fut intégrée se composait de profils divers, anciens travailleurs sociaux, gestionnaires logistiques reconvertis et quelques personnes comme elle, avec des parcours de vie brisés, mais une volonté intacte de reconstruire quelque chose de plus juste. Guillaume n'avait pas menti. Ce n'était pas un emploi déguisé en faveur, c'était une mission, un vrai rôle avec des responsabilités claires. Claire devait concevoir un programme d'accompagnement pour femmes en situation de monoparentalité, en partenariat avec des associations locales, des institutions publiques et le réseau logistique de l'entreprise. Elle commença prudemment, prenant le temps d'écouter, de lire, de comprendre les outils mis à sa disposition. Elle évitait de parler d'elle. Dans les réunions, elle ne partageait que l'essentiel, mais ses observations étaient pertinentes, ses propositions concrètes. Très vite, elle remarqua les lacunes dans les systèmes d'aide existants. Les délais trop longs, la complexité des dossiers, l'absence d'interface humaine dans les points d'accueil. Elle proposa une série de mesures simples, mais efficaces, comme la création de guichets relais dans les quartiers, gérés par des femmes issues des communautés locales, formées sur place, capables de traduire les démarches administratives en langage accessible. Guillaume suivait les rapports avec une attention silencieuse. Il n'intervenait jamais directement dans les projets de Claire, mais il lisait chaque synthèse, chaque recommandation. Il comprenait qu'elle apportait à l'entreprise quelque chose qu'aucun consultant n'avait jamais su produire, une vision issue du réel, ancrée dans l'expérience dénuée de jargon. Il laissait son nom en retrait, refusait toute mise en avant, mais veillait à ce que les ressources soient débloquées sans délai. Lorsqu'un obstacle administratif menaça le programme de formation proposé par Claire, il fit intervenir son réseau pour simplifier les procédures. Mais il n'en parla pas. Elle ne le sut même pas. Les résultats furent rapides. En moins de 3 mois, 5 femmes issues de milieux précaires avaient été formées et intégrées au projet. 2 d'entre elles avaient déjà trouvé un emploi grâce aux nouvelles connexions créées par le programme. Les autres continuaient leur parcours, soutenus par un réseau désormais vivant, tangible. Claire ne cherchait pas à faire d'effet. Elle avançait avec régularité, méthodiquement, convaincue que la transformation réelle venait de la structure, pas de la charité. La presse locale commença à s'intéresser à cette initiative. Un article fut publié dans un quotidien lyonnais évoquant un programme pilote de réinsertion sociale dirigé par une ancienne employée en situation de précarité. Le nom de Claire y apparaissait brièvement. Le journaliste évoquait une approche innovante, une logique de partenariat humain qui tranchait avec les dispositifs habituels. Guillaume lut l'article dans son bureau, en silence,
et le glissa dans une chemise qu'il rangea dans un tiroir à part. Au sein même de l'entreprise, les réactions furent d'abord prudentes. Certains cadres supérieurs observaient le projet avec méfiance, y voyant une lubie temporaire du directeur. Mais les résultats finirent par imposer le respect. Claire fut invitée à présenter ses méthodes lors d'un séminaire interne. Elle refusa dans un premier temps, mais Guillaume la convainquit discrètement en lui proposant un format restreint, sans caméra, sans projecteur. Elle accepta. Ce jour-là, elle entra dans la salle de réunion, dos droit, carnet en main, et parla d'une voix calme. Elle raconta, sans détails intimes, ce que signifiait vivre à 3 pas de l'exclusion. Elle expliqua comment une simple note dans un fichier pouvait bloquer l'accès à l'emploi. Elle décrivit la honte, la solitude, le combat pour nourrir ses enfants sans devoir de compte à personne. Mais surtout, elle parla des solutions. Écoute, simplification, flexibilité, pas de miracle, du travail, de la structure, du respect. À la fin de son intervention, il n'y eut pas d'applaudissements spectaculaires, mais un silence profond, suivi de questions sincères. Elle y répondit avec précision, sans dramatisation. Elle était là comme professionnelle, pas comme symbole, mais le symbole s'imposa de lui-même. Peu après, Guillaume proposa de structurer le programme en département autonome, doté de son propre budget. Claire fut promue coordinatrice. Elle recruta 3 nouvelles collaboratrices, élargit les partenariats, fit intervenir des juristes bénévoles. Elle prit contact avec des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes aux parcours invisibles qui mènent à la précarité. Elle était partout, méthodique, déterminée, lucide. Un jour, l'un des enfants de Claire, en rentrant de l'école, l'attendit dans le hall des nouveaux bureaux. Il tenait un dessin à la main représentant une maison, une route et une figure au centre. Il avait écrit dessous, en lettres tremblantes, « C'est ici que maman aide les gens pour de vrai ». Claire, en découvrant le dessin, resta longuement immobile, puis le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Elle ne parlait jamais de Guillaume, et lui ne cherchait pas à se rapprocher. Mais tous deux savaient que ce qu'ils avaient construit ensemble, à distance, était en train de dépasser leurs blessures individuelles. Le lien qui les unissait désormais n'était pas sentimental ni hiérarchique. Il était fait de reconnaissance mutuelle, de respect forgé dans l'épreuve. Guillaume, un soir, regarda par la fenêtre de son bureau le quartier où tout avait commencé. Il se dit que, peut-être, pour la première fois depuis longtemps, son entreprise produisait autre chose que du rendement. Elle produisait de l'impact. Et cela, il ne l'aurait jamais imaginé. Pas sans elle. Pas sans ce chemin de résistance que Claire avait su transformer en force. Le changement dans la vie de Claire ne se limita pas à sa réussite professionnelle. Pour la première fois depuis des années, elle put envisager un avenir au-delà de la survie quotidienne. Grâce à la stabilité du revenu et au soutien juridique coordonné en amont par Guillaume, elle parvint à régulariser sa situation locative. Le propriétaire, autrefois inflexible, accepta de suspendre les poursuites en constatant les garanties apportées par son nouveau contrat et les preuves de revenus stables. Claire, ne souhaitant pas rester dans un lieu marqué par tant de souffrances, entreprit de chercher un nouvel appartement dans un autre quartier de Lyon, plus calme, plus proche des écoles et des transports. Elle finit par trouver un logement modeste mais sain, lumineux, avec 3 chambres, un vrai chauffage central, une cuisine en état de fonctionnement et surtout une école à 2 rues de distance. Le déménagement fut organisé avec l'aide de quelques collègues du programme, sans formalité ni exhibition. Les enfants, d'abord déboussolés, redécouvrirent ce que signifiait vivre dans un espace sans fuite d'eau, sans humidité, avec des lits pour chacun. La première nuit dans le nouvel appartement, Claire s'assit seule sur le canapé, observant ses enfants dormir profondément, et se permit un souffle qu'elle n'avait pas émis depuis des années. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était une respiration. Au travail, sa position s'était consolidée. Elle avait su imposer son style, rigoureux, discret, centré sur l'efficacité plutôt que sur la reconnaissance. Elle refusait toujours les interviews, les photos, les mises en avant personnelles. Ce qu'elle construisait, elle le voulait reproductible, ancré dans une logique de structure, pas dans une narration de cas isolés. Sa méthodologie attira l'attention d'associations nationales. Plusieurs villes commencèrent à s'intéresser au modèle. Mais Claire restait prudente. Elle refusait de devenir un visage. Elle n'était pas une vitrine. Elle était une travailleuse. Guillaume, quant à lui,
poursuivait sa transformation sans ostentation. Il avait réorganisé plusieurs services de l'entreprise, initié un audit interne sur les pratiques de recrutement, repensé certaines chaînes logistiques pour intégrer des critères d'inclusion sociale. Il n'en parlait pas dans les conseils d'administration. Il agissait simplement, convaincu que la vraie réforme ne se décrète pas, elle s'incarne. Entre lui et Claire, une forme de proximité s'était installée, mais toujours sur une ligne précise, respectueuse, sans débordement. Ils échangeaient peu, mais les regards suffisaient. Il la saluait comme il saluait ses autres collaborateurs. Elle le remerciait comme on remercie une direction juste, pas un bienfaiteur. Et c'était bien ainsi. Un jour, Claire reçut une invitation à déjeuner dans un petit restaurant à proximité du siège. L'invitation venait de Guillaume. Elle hésita, puis accepta. Le repas fut simple. Ils parlèrent peu du passé, davantage du programme, de ses évolutions, des idées qu'elle avait pour intégrer d'autres publics vulnérables, notamment les jeunes sans diplôme. Guillaume l'écoutait, prenait des notes, posait des questions précises. Il ne cherchait pas à s'immiscer. Il voulait comprendre. À la fin du repas, il posa sa serviette, la regarda et dit d'un ton direct « Tu as transformé ce que j'avais imaginé, comme un geste de réparation, en quelque chose de beaucoup plus fort. Tu m'as permis de revoir la structure même de mon entreprise. Et tu as fait tout ça sans me devoir quoi que ce soit. » Claire répondit sans détour « Je n'ai pas fait ça pour toi. Je l'ai fait parce que j'en étais capable. Ce que tu m'as donné, c'est l'occasion. Ce que j'en ai fait, c'est à moi. » Guillaume acquiesça. C'était cette clarté qu'il respectait le plus. L'absence de flatterie, l'exigence, la lucidité. Ils se séparèrent sur une poignée de main brève. Pas de promesses, pas de déclarations. Juste la continuité d'un travail partagé. Dans son nouveau quartier, Claire retrouva un rythme de vie qu'elle croyait impossible. Les enfants avaient repris l'école avec une régularité inespérée. Ils riaient, faisaient leurs devoirs sur la table de la cuisine, regardaient des dessins animés sur un vieux téléviseur donné par un collègue. Elle leur préparait des repas équilibrés, organisait leur emploi du temps, leur parlait de ce qu'était un contrat, une fiche de paie, une mutuelle. Elle ne leur cachait rien. Elle voulait qu'ils sachent que tout ce qu'ils avaient maintenant n'était pas tombé du ciel, mais avait été arraché à une longue série de renoncements, de luttes, de refus d'abandonner. Elle recevait parfois des lettres anonymes de femmes qui avaient entendu parler de son travail, qui la remerciaient sans la connaître, qui lui racontaient leur parcours, leurs obstacles. Elle les lisait en silence, les rangeait dans un tiroir, ne répondait jamais. Ce n'était pas son rôle. Elle ne voulait pas devenir un modèle. Elle voulait rester une voix parmi d'autres, active, concentrée, utile. Guillaume, de son côté, poursuivait ses efforts de réforme interne. Il avait mis en place un fonds de soutien pour les salariés en difficulté, sans formalité excessive, avec un comité d'évaluation composé d'anciens bénéficiaires. Il assista à plusieurs réunions du programme, toujours en retrait. Il refusait les micros, les photographes, les décorations. Ce qu'il construisait avec Claire et l'équipe, il voulait que cela tienne sans lui. Ils se croisaient, parfois, dans les couloirs. Un hochement de tête, un regard franc. Aucun besoin de parler. Le respect mutuel s'était installé comme une évidence. Entre eux, il n'y avait pas de dette, seulement une reconnaissance partagée d'avoir été, à un moment donné, deux trajectoires opposées qui avaient su s'arrêter, s'écouter et construire quelque chose d'inédit. Claire, dans le calme de son nouvel appartement, notait chaque mois sur un carnet ce qu'elle appelait ses points d'équilibre. Un loyer payé à temps, des repas pour toute la semaine, un enfant qui rentrait avec un sourire, un appel d'une femme réinsérée. Ce n'était pas grandiose, ce n'était pas spectaculaire, mais c'était sa victoire, et elle n'avait besoin d'aucun récit héroïque pour la raconter. 6 mois s'étaient écoulés depuis la mise en place officielle du programme coordonné par Claire Dubois. Ce qui avait commencé comme un projet pilote, discret, intégré à une cellule d'expérimentation sociale, était désormais devenu un département à part entière, doté de ses propres locaux, d'une équipe élargie et d'un réseau de partenaires s'étendant au-delà des frontières de la métropole lyonnaise. Plusieurs municipalités avaient demandé à en adapter le modèle, convaincues par les résultats tangibles et par la méthodologie claire, reproductible, ancrée dans le réel. Mais ce n'était ni l'ampleur du programme, ni sa reconnaissance croissante qui occupait l'esprit de Guillaume ce matin-là. Ce qui l'agitait était plus intime, plus inattendu. Il devait prendre la parole en public.
Ce jour-là, dans une salle sobrement aménagée du centre de conférence de la ville, se tenait une rencontre sur le thème de la responsabilité sociale authentique. Un événement sans prétention médiatique, mais essentiel pour plusieurs acteurs du tissu économique local. Guillaume y avait été invité pour partager l'expérience de transformation interne de son entreprise, notamment à travers l'intégration de l'exclusion sociale comme enjeu de gouvernance. Après des années de silence, de gestion technique et de communication calibrée, il avait accepté. Pas pour faire l'éloge de ce qu'il avait fait, mais parce qu'il avait compris que parfois, le silence n'était plus une forme de dignité, mais une fuite. La salle se remplit lentement. Dans le public, des entrepreneurs, des travailleurs sociaux, des employés municipaux, quelques journalistes. Et au troisième rang, installée entre deux collègues, Claire. Elle n'était pas venue par curiosité, ni par obligation. Elle avait accepté l'invitation de l'équipe pour une seule raison, voir comment cet homme, autrefois si distant, si sûr de lui, si étranger à toute fragilité, allait traduire en mots ce qu'ils avaient vécu, chacun à sa manière. Guillaume monta sur scène, salua simplement, sans effet. Il commença par décrire l'ancien fonctionnement de son entreprise, un modèle rigide, fondé sur l'efficacité, la performance, l'évaluation constante. Il n'éluda rien. Il évoqua les omissions, les angles morts, les dégâts invisibles de certaines décisions qu'il croyait neutres. Puis, sans entrer dans les détails personnels, il raconta l'histoire d'une rencontre. Pas un conte, pas une fable, juste un fait. Une femme, une porte fermée, une pièce froide, des enfants silencieux, et une erreur de jugement devenue évidence brutale. Il expliqua comment cette image, restée en lui, avait ébranlé toutes ses certitudes. Comment elle l'avait forcé à repenser non seulement ses méthodes, mais la finalité même de son entreprise. Il ne parla pas de Claire par son nom, il ne dévoila rien de sa vie, mais chacun dans la salle comprit que ce qu'il racontait n'était pas une stratégie de communication. C'était une prise de responsabilité. Il conclut ainsi. « J'ai longtemps cru que la justice pouvait se résumer à l'équilibre des comptes, mais j'ai appris que certaines dettes ne se remboursent pas par un chèque. Elles se remboursent par un engagement durable à ne plus laisser le silence décider à notre place. » Un silence profond suivit ces mots, puis quelques applaudissements, sobres, respectueux. Guillaume descendit de scène, salua quelques personnes, refusa poliment les demandes d'interview. Il n'était pas venu pour capitaliser, il était venu pour reconnaître. Claire s'approcha à la fin, sans solennité. Ils sortirent ensemble du bâtiment, marchèrent quelques pas dans le froid du début de soirée. Il lui demanda si elle avait trouvé l'intervention juste. Elle répondit « Tu n'as pas enjolivé, c'est ce que je redoutais. Mais tu as parlé vrai. C'est suffisant. » Ils ne parlèrent pas plus. À l'angle de la rue, les enfants de Claire les attendaient. L'un d'eux tenait un dessin plié, un peu froissé par le trajet. Il s'avança vers Guillaume, le lui tendit sans timidité. Dessiné à la main, maladroit mais sincère, un homme en costume debout au milieu d'un groupe de personnes souriantes, avec au-dessus, écrit en lettres simples « Merci, monsieur Guillaume ». Guillaume prit le dessin avec une gravité qu'aucun mot ne pourrait traduire. Il baissa les yeux, le regarda longuement, puis leva la tête vers les enfants. Il voulut dire quelque chose, mais ne trouva rien de plus juste que de leur adresser un simple hochement de tête, respectueux. Claire les rappela doucement. Ils repartirent. Guillaume resta seul quelques minutes, le dessin à la main. De retour dans son bureau, il glissa le dessin dans une pochette transparente, l'inséra dans le même tiroir où il avait rangé l'article de presse, le contrat original signé par Claire, et le premier reçu, celui qu'il avait trouvé dans ses archives des années plus tôt. Ce tiroir n'était pas une collection de trophées. C'était un rappel que les chiffres ne disent jamais tout. Que derrière chaque ligne comptable, chaque note de frais, chaque fiche de paie, il y a une histoire, parfois douloureuse, parfois invisible, parfois transformée. Guillaume reprit le cours de ses journées. Il continua à diriger son entreprise, à superviser les nouveaux projets, à écouter plus qu'il ne parlait. Il ne chercha pas à changer d'image. Il ne se construisit pas une réputation d'homme nouveau. Il resta exigeant, précis, parfois austère, mais il avait changé. Et ceux qui travaillaient avec lui le savaient. Ils le sentaient dans sa manière de poser les questions, dans son souci de ce qu'on ne lui disait pas, dans l'espace qu'il laissait à ceux qui n'avaient jamais eu de place. Claire, elle, poursuivit son travail.
Le programme qu'elle coordonnait devint un modèle d'intégration sociale fondé sur l'expérience vécue. Elle refusa plusieurs fois des propositions de postes plus élevés, préférant rester au contact des femmes qu'elle accompagnait. Elle avait trouvé une mission qui n'était pas celle d'une héroïne, mais d'une bâtisseuse, et cela lui suffisait. Ainsi se termina leur histoire, sans éclat, sans retournement spectaculaire, mais avec cette forme rare de paix qui naît quand deux êtres, venus de mondes opposés, acceptent de se regarder sans détour, de reconnaître leurs fautes, leurs forces, et de construire côte à côte un chemin qu'aucun d'eux n'aurait pu tracer seul.